On va attaquer. Donc, je vais vous parler de Lynx.js. Et je vais commencer par répondre à une petite question. Qu'est-ce que Lynx.js? C'est un framework de développement d'applications cross-platform qui est développé par ByteDance, qui est l'éditeur derrière TikTok. Ça a été présenté le 5 mars dernier, donc il y a un peu moins d'un an. Aujourd'hui, ils en sont déjà rendus à la version 3.6. Ça avance très très vite. Avec la version actuelle, vous allez pouvoir faire des applications sur Android, iOS, HarmonyOS, qui est l'OS derrière les téléphones Huawei. Faire du web en utilisant une librairie spécifique, et ils sont en train de travailler pour porter ça sur macOS et Windows. Ça devrait bientôt arriver. Donc c'est un framework cross-platform, ça je l'ai déjà dit, qui va sur mobile orchestrer des vues natives. Donc on fait du TypeScript, et ça va de manière transparente utiliser des vues natives sur les écrans mobiles. Un peu comme React le fait, React Native. Pour l'occasion, ByteDance a développé un moteur qui s'appelle Prime.js, qui d'après leur benchmark est plus rapide que tout ce qui existe sur le marché. La grosse force de ce moteur, c'est qu'il a été écrit en Rust, et c'est sûrement ça qui explique les perfs. Et enfin, le but derrière le développement de ce framework, c'était d'avoir des applications qui soient aussi performantes que leur équivalent natif. Donc d'avoir des performances natives sur les applications qui sont produites avec Lynx.js. Et qu'est-ce qui fait que Lynx.js c'est intéressant? Déjà, nativement, on va avoir deux threads qui sont proposés. Classiquement, on va avoir un thread principal qui est là pour faire le rendering, un thread secondaire qui est là pour faire tous les calculs. Là où ça devient intéressant, en fait, c'est que Lynx propose une librairie JavaScript qui, de manière transparente, va rediriger tous les comportements de l'application vers le background. Donc, sans avoir à rien faire en tant que développeur, on a déjà les deux threads qui sont utilisés, et on a déjà des performances qui sont, en théorie, bien meilleures qu'ailleurs. Concrètement, donc ça se passe comme ça. On a le thread principal. En fait, les deux threads fonctionnent chacun sur une instance de Prime.js. Donc, on a deux instances de Prime.js qui tournent en parallèle. Le thread principal donc, est là juste pour le rendu. Et le thread secondaire va faire l'écoute de tous les événements de l'utilisateur, les clics, etc. Va écouter également tous les retours réseau. On va faire en sorte que tout ce qui est lié au cycle de vie des composants soit déclenché dans ce thread background. Une fois qu'on a fini un set de calcul, on envoie le résultat, donc le DOM qui a été calculé dans le thread background, au thread principal, et la page se met à jour, tout simplement. Deuxième petite feature intéressante, c'est l'instant frame rendering. Derrière ce terme barbare se cache, est-ce que ça va marcher? Oui, ça marche. Je ne sais pas si vous voyez bien, on ne voit pas trop mal. Ça, c'est une application React Native qui va, dès l'ouverture de l'application, faire un calcul de 10 000 itérations sur la suite de Fibonacci. Et ce qu'on voit en utilisant React Native, c'est qu'il y a un écran blanc entre le splash screen et le premier affichage de l'application. Donc vous avez le splash screen, une page blanche et le résultat en fait qui s'affiche. Ça, ils n'en voulaient pas. C'était pas acceptable pour eux d'un point de vue utilisateur en fait. Là, on a un splash screen qui est blanc, une page qui est blanche, mais vous imaginez bien que si j'avais un splash screen bleu et une page noire derrière, c'est dégueulasse. Donc ils ont fait en sorte d'avoir quelque chose qui soit un peu plus intéressant pour l'utilisateur. Concrètement, on va masquer le splash screen quand les calculs sont faits. En React Native, vous pourriez le faire aussi, sauf qu'il faut le faire en tant que développeur. Il faut le mettre en place. Là, c'est fait nativement, en fait. Il n'y a pas besoin de bricoler pour avoir quelque chose qui marche bien. Tout à l'heure, je vous ai dit que ça ressemblait dans l'architecture à React Native. Ça va même un peu plus loin que ça. On utilise du React.js pour écrire notre logique applicative. Ça utilise donc une librairie qui s'appelle React Lynx, qui a été développée par l'équipe en charge du développement de ce framework. Ça se base sur Preact, qui est un fork de React, qui va permettre d'avoir un DOM qui sera potentiellement calculé en mémoire sans être affichable à l'écran. Tout l'intérêt de la chose, c'est de pouvoir avoir du coup deux threads, un qui va calculer un DOM en mémoire et l'autre qui va l'afficher réellement. Et donc, c'est du React.js. Il n'y a pas de différence notable. On va écrire des fonctions qui renvoient des composants. On va pouvoir appeler des méthodes qui vont se brancher sur le cycle de vie de ce composant
pour faire des calculs de variables, les garder en mémoire pour chacun des recalculs qui vont être lancés sur notre composant, etc. Rien de spécial à part les composants en eux-mêmes. On a un import Linux.js, on a des views, des images, des textes, et en fait est proposé par le framework un certain nombre de composants qui vont avoir un équivalent natif sur le mobile. La vue, c'est un conteneur, texte, image, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous ces composants, vous voyez à peu près ce que ça peut être. Mais du coup, on a systématiquement sur Android, iOS et Harmony des composants natifs qui vont être automatiquement bindés là-dessus. Je voulais revenir sur le code. Je me suis pas arrêté sur un petit point qui est, je trouve, plutôt chouette. C'est la deuxième ligne. Là où sur React Native, on va avoir des classes qui vont réinterpréter le CSS. En fait, le CSS, les feuilles de style sur React Native, ça passe par des classes. On n'utilise pas du CSS directement de manière native sur le framework, en tout cas, alors que là, Prim.js comprend le CSS, est capable de l'interpréter et de l'appliquer sur les composants qui vont être proposés par la librairie JavaScript. Et du coup, vous faites du CSS. Tous les composants qui sont proposés aujourd'hui, qui sont bindés, tout ce qui est CSS va être appliqué de manière transparente. Il n'y a pas besoin de réapprendre en fait, à faire du développement pour utiliser ce framework-là et avoir des perfs et avoir des composants natifs. Donc ça veut dire que sur les différentes versions d'OS, vous aurez le dernier composant qui sera proposé. Tout ça, ça se fait de manière transparente. C'est plutôt chouette. Je vous ai présenté un petit peu les spécificités de React, de Linux.js, pardon. Je me suis en fait lancé à tester ce framework sur un cas un peu spécifique. Je suis dev mobile depuis quelques années, j'ai vu passer pas mal de frameworks cross-platform, et je voulais tester celui-là un petit peu sur les points de friction classiques qu'on peut avoir sur ces frameworks-là. Et du coup, mon idée, c'était de faire une application qui, quand je suis sur mon vélo, me donne ma vitesse en temps réel. Ça me permettait d'utiliser le GPS, ça me permettait de faire une vue un peu simple, mais d'avoir un petit peu de logique. Donc le cas de test était plutôt cool. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que j'allais avoir un problème. Quand vous créez une application Linux.js, vous avez un projet Node, et basta. Il n'y a pas du tout les différentes plateformes qui sont proposées dans le projet. En fait, vous allez lancer une application localement, ça va créer un petit serveur web, mettre votre application sur ce serveur web, et si vous voulez tester votre application sur mobile, il va falloir que sur votre mobile, vous téléchargiez une application qui s'appelle Linux Explorer, que vous scanniez le QR code qui est proposé quand vous lancez votre application avec Node. Une erreur s'est produite, c'est pas moi. L'application en fait s'exécute dans cette application wrapper qui est fournie par le développeur de Linux en fait. Donc ça veut dire que pour accéder aux fonctionnalités natives, si elles ne sont pas implémentées dans Linux Explorer, j'allais avoir des soucis. Bonne nouvelle, la doc explique comment faire pour embarquer une application Linux.js dans une application native. Vous pouvez le faire, c'est assez simple. On a une Linux View sur Android, par exemple, qui va être proposée. Vous allez pouvoir la construire. Il y a quelques objets à créer. Le template provider, c'est pour expliquer au moteur comment charger votre application. Donc si vous êtes sur Android, allez la chercher par exemple dans les assets de l'application. Et le Generic Resource Fetcher, ça explique à l'application comment communiquer avec l'extérieur. Donc pour tous les appels réseau pour récupérer des images, par exemple, vous aurez besoin de cette classe-là. Ces classes-là, elles ne sont pas fournies, il faudra les écrire. Il y a des exemples en creusant un petit peu sur Linux Explorer qui est en open source, par exemple, vous pouvez retrouver comment ça marche, mais il faut le faire. C'est un petit peu chiant. Heureusement, la communauté est là. Il y a un repo qui a été créé qui s'appelle Linux Community, sur lequel une CLI est disponible. Et cette CLI va vous permettre de créer un projet avec votre application Linux.js et tous les pendants natifs que vous voudriez utiliser, que ce soit Android, iOS, Harmony, le web, etc. Un jour prochain du desktop, ça devrait finir par arriver.
Deuxième problématique, j'avais mon application, il fallait du coup que je crée le pendant natif du GPS pour pouvoir avoir ma vitesse, puisque c'était le but de la manœuvre. Il n'y a pas du tout de système de plugin. Là où sur Ionic, sur React, sur Flutter, vous avez une librairie de plugins qui existe, qui est créée par la communauté ou la boîte derrière le framework. Et du coup, vous pouvez les utiliser tout de suite sans avoir à faire grand-chose. Là, il n'y a rien de prêt, en fait. Donc il a fallu à la main que je crée le code Android. J'ai pas fait iOS parce que j'en fais pas et que c'est compliqué. J'ai fait Android, donc il faut commencer par déclarer ces native modules avec la signature des fonctions qu'on veut utiliser. Donc j'ai fait mon GPS module qui démarre et qui arrête le GPS. Je l'ai branché ça ensuite dans ma logique, dans mes services, dans mes machins. Ensuite, on va dans le mobile. On va devoir enregistrer le module correspondant en indiquant la chaîne de caractères qui correspond qu'on avait utilisé dans les typings juste avant, pointer vers une classe qu'on va développer. Donc j'ai créé ma classe. C'est plutôt simple, en fait, on crée une classe, on annote des méthodes et le moteur est capable automatiquement de savoir quelle méthode en JavaScript doit correspondre côté natif. Donc c'est plutôt puissant, ça marche plutôt pas mal de ce côté-là, c'est moins chiant à la limite que de faire une application native qui embarque. Et une fois que vous avez fait tout ça, bah j'avais mon GPS qui marchait. Il y avait des petites choses qui n'étaient pas encore tout à fait prêtes. Typiquement, on ne peut pas avoir de streaming d'infos, donc j'étais obligé de faire une requête toutes les secondes, par exemple, pour avoir ma vitesse. Il y a encore des choses qui doivent être faites, mais ça avance dans le bon sens en tout cas. Donc, conclusion de tout ça. J'ai mis une petite roadmap rapidement. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'ils sont à l'écoute de la communauté, ils lancent des votes pour savoir ce que les gens veulent en priorité. Donc la prochaine chose qui devrait arriver, c'est le support des canevas dans les applications pour pouvoir faire des animations avec l'outil par exemple, ou des graphes, des choses comme ça. Ils ont aussi prévu d'avoir plus de plateformes. Alors j'ai mis cible et CLI. Cible parce que Windows et macOS arrivent. Pardon. CLI parce que dans un premier temps c'était très fonctionnel en tant que dev sur macOS. C'est arrivé plus tard sur Windows. Aujourd'hui la plupart des outils de développement fonctionnent sur Windows, mais la dernière fois que j'ai testé par exemple le debugger n'était pas encore très au point. Et sur Linux, oubliez en fait, vous ne pourrez pas faire de développement Linux.js sur Linux. Mais ils en sont conscients et c'est probablement quelque chose qui arrivera un jour. Et enfin, plus de compatibilité JavaScript natif, ça veut dire donc avoir à terme un système de plugins et aussi pouvoir sortir de React Links et avoir quelque chose qui sera du natif, du JavaScript Vanilla par exemple, ou du Vue ou autre chose, ce que vous avez envie de faire. Ma conclusion, enfin, c'est un framework qui est vraiment cool à utiliser. J'ai pas eu de problème particulier et quand c'était chiant, la doc était plutôt bien faite. Il y a plein de belles promesses. Le dual thread qui est proposé marche très très bien. Il y a vraiment des performances qui sont là et qui sont écoutées et mises en avant par les développeurs. Par contre, c'est pas prêt pour la prod, clairement. Donc c'est un truc que moi je vais garder du coin de l'œil. On pourrait se poser la question de savoir si suivre un framework chinois du coin de l'œil, c'est une bonne chose. J'ai envie de dire, bon, les États-Unis maintenant, c'est pas terrible. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis wait and see, quoi. On verra comment ça évolue et puis avec un peu de chance, ça viendra bien. Voilà, je vous remercie. Je suis Simon Bernardin. Vous pouvez me donner un feedback avec le petit QR code. Et si vous avez des questions, il y a peut-être un peu de temps. Peut-être. Pas de questions. Bah merci.